Le président Alassane Ouattara a disparu. Abidjan est en feu. Mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire va bien au-delà des simples images de soldats, de colonnes de fumée et de sirènes hurlantes. Alors, que s'est-il vraiment passé? Certains parlent d'un coup d'État. D'autres parlent de révolution. Mais peut-être que ce qui arrive est plus profond encore, une rupture longtemps dissimulée. L'armée ivoirienne affirme avoir déjoué un complot. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter bien avant les premiers tirs, bien avant que les drones ne survolent la ville, bien avant que le président ne devienne introuvable. Non, cette guerre n'a pas commencé par des armes. Elle a commencé par des silences, par des soupçons, par un pays qui en apparence semblait solide, mais qui se fissurait lentement de l'intérieur. Pendant des années, la Côte d'Ivoire donnait l'image d'un pays en pleine réussite sous le président Ouattara. On parlait de croissance, de routes flambant neuves, d'investissements étrangers. Les médias internationaux saluaient Ouattara comme le bâtisseur du nouveau miracle ivoirien. Mais dans les quartiers populaires, comme Yopougon, Bouaké ou Korogo, le discours était différent. Là-bas, on murmurait encore les souvenirs de 2010. De cette élection qui avait plongé le pays dans une crise sanglante. Le président sortant avait refusé de céder sa place, et Ouattara, avec le soutien de la France et des Nations Unies, avait finalement pris le pouvoir. Après une guerre civile qui coûta la vie à plus de 3000 personnes. Il avait conquis le fauteuil présidentiel, mais pas le cœur de tout le peuple. Le calme était revenu, certes, mais il reposait sur 3 piliers fragiles. Des soldats étrangers, des aides financières extérieures et une gouvernance verrouillée. Tout semblait fonctionner jusqu'à 2020. Cette année-là, tout a basculé. Ouattara annonce qu'il se représentera pour un 3e mandat. Problème, la Constitution stipule clairement qu'un président ne peut faire que 2 mandats. Mais il affirme que la nouvelle Constitution remet les compteurs à zéro et se lance dans la course. Cette décision choque, elle divise, elle ravive des blessures jamais vraiment guéries. À ce moment-là, le peuple ne se demande plus simplement s'il faut voter, il se demande s'il peut encore croire en quoi que ce soit. Les manifestations éclatent, la répression est brutale. Plus de 80 personnes perdent la vie dans les affrontements liés à l'élection. Malgré cela, Ouattara reste. Et à partir de là, le pouvoir change de visage. On aurait dit un roi plutôt qu'un président. Les chefs de l'opposition sont emprisonnés, certains sont contraints à l'exil, les mouvements de jeunesse sont interdits, les bases militaires françaises sont maintenues sur le territoire, ce qui alimente un sentiment amer de soumission étrangère. Pendant qu'on construit routes et ponts, une autre réalité émerge. Des terres agricoles sont données à de grandes multinationales, les paysans sont écartés. Le cacao, les mines, tout devient propriété étrangère. Le franc CFA, toujours contrôlé depuis Paris, est toujours là. Pour beaucoup, l'indépendance n'est qu'un mot vide. La colère monte en silence. Surtout chez les jeunes. La majorité de la population a moins de 25 ans, mais aucun d'eux n'a accès aux sphères de décision. Pas de travail, pas d'avenir, pas d'écoute. Ils vivent dans un pays riche qui ne leur appartient pas. Et puis les murmures commencent. Dans les casernes, des soldats évoquent leur frustration. Dans les universités, des étudiants citent le nom de Sankara. Des anciens combattants disent que ce n'est plus le pays qu'ils avaient juré de défendre. Quelque chose change, pas brutalement, mais en profondeur. Au début de l'année 2025, les signes deviennent visibles. Des rumeurs disent que certains militaires n'en peuvent plus. Dans l'Ouest, des paysans refusent les contrats imposés par les entreprises étrangères. À Abidjan, des graffitis apparaissent, des slogans, des symboles. Ce ne sont plus de simples protestations. C'est un message, quelque chose arrive. Mais à l'étranger, on continue de parler de chiffres, de stabilité, de croissance. Personne ne regarde sous la surface où tout peut exploser à tout moment. Puis arrive le mois de mai. L'étincelle touche la mèche. 19 mai 2025. Quelque chose de bizarre se passe à Abidjan. Dans le nord de la ville, des habitants voient d'étranges mouvements militaires près de la caserne d'Abobo. Des camions en masse, inhabituels. Puis un à un, les signaux disparaissent. La télévision nationale s'arrête, les appels ne passent plus. WhatsApp, Facebook, tout s'éteint. Et quand la nuit tombe, des bruits se font entendre. Des tirs,
lointain mais régulier. 20 mai. Abidjan s'est transformé. Aucune déclaration officielle, pas de discours, pas de président à la télévision. Juste des rues bloquées, des checkpoints tenus par des soldats masqués, pas d'insignes, pas de nom, juste des armes, des regards graves. Des hélicoptères survolent les bâtiments du pouvoir. On dit que le palais présidentiel a été évacué. Où est Ouattara? Personne ne sait. La véritable arme utilisée ce jour-là n'est pas une mitrailleuse. C'est le blackout total. Pendant 2 jours, le pays est plongé dans un silence absolu. Plus de presse, plus d'infos, même les moteurs de recherche ne répondent plus. Alors les gens recommencent à parler comme avant. Mais cette fois, les mots voyagent plus vite que jamais. Certains disent que Ouattara a été tué à l'aéroport. D'autres disent qu'il s'est réfugié au Ghana ou dans l'ambassade de France. Personne ne peut vérifier. Mais ce qu'on voit est clair. À Bouaké, les gens défilent dans la rue avec des pancartes « C'est notre victoire ». À Yamoussoukro, des soldats baissent le drapeau ivoirien et le remplacent par un tissu vert. À Abidjan, des radios diffusent des slogans comme « Une nouvelle ère pour les Africains par les Africains ». Ce n'est pas juste un coup d'État, c'est un message. Et ce message se propage comme une étincelle sur de l'herbe sèche. Contrairement au coup d'État du passé, silencieux et confiné dans les bureaux, celui-ci embrase la rue. Les jeunes, souvent exclus, prennent la rue. Ils crient, dansent, filment, chantent. « Il est parti! La marionnette est partie !» crie un garçon depuis le pont de Cocody. La vidéo, depuis supprimée, montrait des jeunes dansant et lançant des feux d'artifice. C'était spontané, brut, vrai. Toujours aucun mot du gouvernement. Puis le chaos éclate. Dans un pays sans voix officielle, avec une armée divisée, les affrontements commencent. À Treichville, des soldats fidèles à Ouattara tentent de reprendre une gendarmerie aux mains des rebelles. 4 heures de combat, 14 morts, dont des civils. À l'ouest, près de Man, un convoi militaire est attaqué. En représailles, des villages sont fouillés, certains incendiés. En quelques jours, plus de 30 personnes perdent la vie. Mais ce qui surprend tout le monde, c'est qu'il n'y a toujours aucun chef, aucun général à la télévision, aucune revendication officielle. Est-ce une rébellion désorganisée? Ou quelqu'un, quelque part, attend-il simplement le bon moment pour apparaître? Et ce moment arrive, la nuit suivante. Une vidéo surgit de nulle part. L'image était floue, le son grésillait, comme si elle avait été filmée à la hâte dans un vieux studio de la télévision nationale. Mais ce qui comptait, c'était pas la qualité, c'était le visage. Un homme en treillis, le regard droit, s'est adressé à la nation. Il n'a pas donné son nom tout de suite, il s'est simplement présenté comme un fils du pays au service du peuple. Il a parlé calmement, sans menace, sans colère. Il a expliqué que ce qu'il appelait la transition avait commencé. Selon lui, ce n'était pas un coup d'État, mais une réponse à l'appel silencieux d'un peuple oublié. Il a dénoncé la corruption, la mainmise étrangère, l'exclusion de la jeunesse. Et surtout, il a promis, ce pays ne sera plus vendu aux plus offrants, il sera reconstruit avec ses enfants. La vidéo n'a duré que 5 minutes, mais elle a suffi. Sur les réseaux sociaux, malgré les blocages, elle s'est répandue comme une traînée de poudre. Des captures d'écran, des extraits audio, des messages vocaux. Le message passait de téléphone en téléphone. Dans certains quartiers d'Abidjan, des habitants ont allumé des bougies, comme pour saluer un nouveau départ. Mais la situation était loin d'être stabilisée. Les jours suivants, la confusion a régné. Des affrontements ont éclaté dans plusieurs villes. À Daloa, à San Pedro, à Korogo, des militaires fidèles au régime déchu ont tenté de reprendre le contrôle. Mais face à eux, ce n'étaient pas seulement des soldats rebelles. C'étaient aussi des civils en colère, des jeunes organisés, parfois désarmés, mais déterminés. Pendant ce temps, aucune nouvelle d'Alassane Ouattara. Les rumeurs continuaient. Était-il à Paris, à Accra, dans un bunker? Certains disaient qu'il avait été exfiltré par des forces étrangères, d'autres qu'il avait été arrêté en secret. Personne ne savait vraiment. Les ambassades étrangères sont restées silencieuses. La France, principal soutien historique du régime, a seulement publié un court communiqué appelant au calme et à la préservation des institutions. L'Union africaine a convoqué une réunion d'urgence, là, mais sans issue claire. Puis, le 25 mai, un groupe de militaires a pris la parole à la télévision.
Ils se sont présentés comme le Conseil pour la refondation ivoirienne. À leur tête, le colonel-major Kouadio Sébastien, un nom peu connu du grand public, mais respecté dans les cercles militaires. Il a annoncé la mise en place d'un gouvernement de transition, l'organisation prochaine d'assises nationales et la libération de tous les prisonniers politiques. Dans les rues, c'était la stupeur, suivie d'une vague d'émotions. Certains pleuraient, d'autres dansaient. Une femme à Yopougon, interrogée par une radio locale, a simplement dit « On ne veut plus de roi, on veut une justice ». Mais le plus dur restait à venir. Le pays était fracturé. Les tensions ethniques, les rancœurs politiques, les blessures encore ouvertes de la crise de 2010, rien n'avait disparu. Tout devait maintenant être affronté. En face, les anciens soutiens du pouvoir ne comptaient pas rester inactifs. Des vidéos circulaient montrant des hommes en armes dans le sud du pays, prêts à restaurer l'ordre. La Côte d'Ivoire entrait dans une nouvelle phase de son histoire. Une phase incertaine, fragile, mais peut-être porteuse d'espoir. Souhaites-tu que je poursuive? Dans les semaines qui ont suivi, les choses se sont accélérées. Le Conseil pour la refondation ivoirienne a commencé à prendre des décisions symboliques. Les portraits officiels d'Alassane Ouattara ont été retirés des administrations publiques. Les comptes bancaires de plusieurs anciens ministres ont été gelés. Les médias d'État ont changé de ton. Ils donnaient désormais la parole à des opposants qu'on ne voyait plus depuis des années. Un comité d'enquête indépendant a été mis en place pour faire la lumière sur les détournements de fonds publics. De nombreux dossiers enterrés depuis longtemps ont refait surface. L'un d'eux concernait un contrat minier signé dans le plus grand secret avec une entreprise étrangère. On découvrit que le pays avait bradé une mine d'or contre quelques miettes. Ce scandale, parmi d'autres, a renforcé le sentiment d'humiliation chez beaucoup d'Ivoiriens. Mais au-delà des institutions, c'est dans les rues que le changement se faisait sentir. À Bouaké, à Man, à Abengourou, des forums citoyens ont été organisés. Les jeunes prenaient la parole, les femmes racontaient leurs souffrances, les anciens proposaient des solutions. Ce n'était pas encore une révolution, mais c'était une libération. Un début. Bien sûr, tout n'était pas rose. À Abidjan, plusieurs groupes armés profitaient du chaos pour s'enrichir. Certains quartiers échappaient encore au contrôle des nouvelles autorités. Des pillages ont eu lieu. La méfiance régnait dans certaines casernes. Des militaires loyalistes, retranchés dans des camps, refusaient encore de reconnaître la légitimité du Conseil. Et pendant ce temps, le silence d'Alassane Ouattara devenait de plus en plus pesant. Était-il encore vivant? Était-il caché à l'étranger? Avait-il conclu un accord avec ses opposants? Chacun y allait de sa théorie. Puis un matin, une vidéo encore non authentifiée a fait surface. On y voyait un homme affaibli qui ressemblait fortement à l'ancien président. Il était assis, l'air grave, entouré d'hommes armés. Il disait simplement « Je suis entre de bonnes mains. L'histoire jugera ». La vidéo a fait l'effet d'une bombe. À l'étranger, les réactions étaient prudentes. La CEDEAO a envoyé une délégation pour évaluer la situation. L'Union africaine parlait d'un processus à accompagner, tandis que les États-Unis saluaient le courage du peuple ivoirien. La France, elle, se contentait de rappeler son attachement à la stabilité dans la région. Une manière diplomatique de dire qu'elle observait sans pour autant s'opposer ouvertement au nouveau maître du pays. Dans les mosquées, les églises, les marchés, une phrase revenait en boucle « Est-ce que cette fois, c'est pour de bon ?» Car les Ivoiriens ont déjà connu trop de fausses promesses, trop de transitions inachevées, trop de leaders qui, une fois au pouvoir, oublient d'où ils viennent. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était pas juste une prise de pouvoir, c'était une prise de conscience. Le peuple avait vu que les élites n'étaient pas invincibles, que l'arrogance du pouvoir pouvait être renversée, et qu'un autre avenir était peut-être possible. Dans les écoles, les enseignants recommençaient à parler d'espoir. Dans les quartiers populaires, des groupes de jeunes nettoyaient les rues, repeignaient des murs, organisaient des concerts. La reconstruction ne faisait que commencer. Mais elle venait de là où on ne l'attendait plus, du cœur du peuple. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres.
à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamso.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.